Bonjour tout le monde. Donc nous allons démarrer cette agora sous le signe de l'innovation et de l'IA avec l'exemple du Centre Antoine Lacassagne qui va nous expliquer entre autres comment ils intègrent l'IA dans leur stratégie numérique et en quoi consiste aussi cette stratégie numérique. Et puis on embrayera ensuite sur une partie sur notre nouveau produit Intellicare qui intègre l'IA dans notre DPI. Donc je suis Olivier Desvernois, je suis directeur des opérations pour Intersystems en France et je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume Girard qui est le directeur général adjoint du Centre Antoine Lacassagne, de Julien Degardin qui est le directeur des services d'information également du CAL de Nice et de Hervé Rivière qui est notre directeur médical chez Intersystems. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu rapidement le Centre Antoine Lacassagne déjà en deux mots? Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, petite remise en contexte. Donc le Centre Antoine Lacassagne, c'est un centre donc de lutte contre le cancer. On fait partie des 18 centres et 2 membres affiliés à cette fédération. Donc vous avez la carte d'implantation. Donc on est un établissement de santé privé, hospitalo-universitaire, mais d'intérêt collectif. Donc on assure une mission de service public. 4 piliers principaux, 3 piliers traditionnels, soins, enseignement, recherche, et on a souhaité également rajouter dans notre stratégie de groupe un 4e pilier qui est la prévention. On est sur une diversité classique de prise en charge avec tous les enjeux de systèmes d'information qui y sont associés. On a évidemment une grosse activité de diagnostic et de consultation, des venues itératives de patients, donc beaucoup d'activités chimiothérapie, radiothérapie, et également donc des prises en charge et en ambulatoire et en hospitalisation complète. Et ça a son importance aussi évidemment sur le système d'information pour accompagner des parcours. On a des activités de recours importantes chez nous, par exemple en radiothérapie, en ORL ou dans le cadre d'essais cliniques et notamment d'essais précoces. Merci Guillaume. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre stratégie numérique et comment justement vous utilisez le numérique en soutien de toutes ces activités au service des patients ? Alors, le numérique au centre, c'est un système d'information. Alors, je vais remonter 4-5 ans en arrière. C'est un système d'information assez complexe, cloisonné, qui présentait de nombreuses limites en termes d'interopérabilité, en termes de fragmentation des usages, en termes de manque d'ouverture sur l'extérieur. Et donc, on était sur un schéma classique de changement de DPI. On est parti sur un choix, une mise en concurrence. On a retenu donc Intersystems sur le processus de choix et on aurait pu être sur le déroulé du déploiement d'un DPI, mais ça a plutôt été pour nous la porte d'entrée vers une logique de transformation numérique plus globale. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé à un moment où on était en réflexion sur notre nouveau projet d'établissement et plutôt que de partir sur un schéma directeur de système d'information et de dérouler et de nourrir ce DPI, on a vraiment voulu en fait intégrer la réflexion du numérique dans notre projet d'établissement. Donc on n'est pas du tout parti sur un SDSI et on a intégré dans notre réflexion sur nos différents axes les sujets SI. Donc là je vous les ai remis sur la slide. Une dynamique de coopération, on a pensé le SI, un SI ouvert, une logique de portail, on va en reparler juste après. Une logique de parcours, on est dans une logique de labellisation européenne qui nous pousse à nous structurer sur des parcours et donc à penser notre système d'information afin d'accompagner les parcours patients. Évidemment, une logique d'innovation, ce qui est un ADN dans nos centres et toute une réflexion à la fois sur le fait de structurer notre entrepôt de données de santé, mais également de penser, et on en parlera, comment introduire l'IA pour faciliter les usages et faciliter la vie des professionnels. Et puis un dernier point en termes de responsabilité que on a imbriqué aussi complètement dedans. Évidemment une logique de cybersécurité, une logique de construction d'un PCRA et au travers
demain de l'intelligence artificielle, la volonté que ce système d'info soit aussi un élément de la qualité de vie au travail et de la facilitation des soignants et de l'ensemble de nos professionnels. Et d'après vous, du coup, quels sont les facteurs clés de succès qu'on peut identifier dans l'implémentation de cette stratégie numérique ? Alors, facteur clé dans le pilotage, et on l'espère effectivement de succès. Le premier sujet, clairement, c'est un sujet de sponsor de la gouvernance. On a une gouvernance médicalisée dans nos centres, donc on est à la fois sur une direction qui va porter un schéma de transformation, mais également par cette médicalisation de la gouvernance, une volonté très claire de pousser des usages numériques qui vont accompagner et améliorer les usages et les prises en charge. Un vrai choix d'allocation budgétaire renforcée. On est dans nos centres avec des plateaux techniques importants et des budgets biomédicaux très, très importants, mais on a fait un choix de pousser à une allocation budgétaire sur du numérique. Une vraie logique d'agilité dans la conduite de projet. On a voulu penser dès le début l'évolutivité de la construction et l'adaptabilité pour pouvoir saisir les opportunités. On a fait le choix et on fait le choix de se dire qu'on va dérouler un projet, mais que ce projet, tel qu'il est écrit, n'aboutira peut-être pas exactement tel qu'on l'avait imaginé pour justement pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis un dernier point qui est important, qui est plus ou moins compatible avec des règles de commande publique, mais qui nous semble être un enjeu majeur, c'est d'être dans une logique de partenariat avec un éditeur, ce qui est notre cas, et de se dire qu'on travaille sur du moyen long terme, que cet éditeur peut nous apporter des éléments, que nous-mêmes on va nourrir l'éditeur de l'expérience terrain, et qu'on va pouvoir par ce biais-là être dans une vraie logique de transformation. En effet, c'est vrai que ça fait 38 ans qu'on travaille ensemble, l'Intersystems et le Centre Antoine Lacassagne, et qu'au-delà même du DPI, de la gestion administrative, maintenant c'est aussi l'ouverture de l'ensemble du système d'information à l'extérieur de l'hôpital, avec de plus en plus de services aux patients, et tout ça dans une continuité éditoriale qui permet de garder justement une unification de la donnée et des services, et de travailler ensemble à établir des services numériques qui soient vraiment au service des professionnels de santé et des patients, et à se nourrir les uns les autres en effet de nos expériences réciproques. Julien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre système d'information du coup ? Bonjour à tous. Alors c'est un établissement moyen, le Centre Antoine Lacassagne, c'est à peu près 900 ETP, donc on est sur une structure qui est plutôt moyenne, avec une quinzaine de personnes côté DSI. Et quand j'ai pris mon poste il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de trouver ce que je vous ai mis aujourd'hui en capture sur cet écran, qui était la première doc d'installation chez nous de Clinicom dans les années 2000. Donc effectivement, comme le disait Olivier, on a un peu de passif avec Intersystems. 38 ans, mais c'est aussi un enjeu aujourd'hui puisque on a encore des produits qui ont été installés à ces époques-là et on lutte aussi dans notre changement avec le fait qu'il y a 25 ans d'habitude qu'il faut transformer. Vas-y, si tu veux. Et si on regarde la cartographie, je vous l'ai mis ici pour qu'on se donne une idée. Le périmètre du projet, c'est tout ce que vous avez en orange sur cette carto. Si je la prends à l'envers, on va dire qu'on ne garde pas grand-chose. On a gardé les plateaux techniques, la radiothérapie, mais en fait, tout le reste du système d'information est en train d'être migré, changé petit à petit, et on refait ça brique par brique. Et pour toutes les briques qui ne sont pas en orange sur le projet, vous avez vu, j'ai mis des petits updates sur les pictos parce que ça nécessitait aussi de moderniser tout ça pour que ça puisse discuter et avoir un niveau d'interop aussi qui permette de s'intégrer de manière correcte avec le DPI, avec le reste du projet. Donc ça, c'était en 2023. Très vite, ce que disait Guillaume tout à l'heure, se sont posés un certain nombre de sujets qui sont venus comme des opportunités, notamment autour de l'ouverture aux patients. Je sais pas si tu peux... où on a choisi finalement assez vite de prioriser des sujets d'installation de bornes pour fluidifier le parcours des patients, leur simplifier l'admission. On a ouvert très rapidement, en moins de 3 mois, un portail patient pour pouvoir consulter la liste des rendez-vous.
Et tous ces sujets-là, en fait, on les a plutôt co-construits avec Intersystem, puisque partant d'un projet DPI, on n'avait pas prévu, en tout cas dans un premier temps, de faire un portail patient, mais nécessité fait loi, et finalement, ça a été une très bonne opportunité d'offrir du service assez rapidement avec des briques qui se sont insérées naturellement dans le système d'info. Ouais, en effet, c'est vrai que c'est tout l'intérêt de ce partenariat, c'est qu'on arrive à être suffisamment agile pour, à un moment donné, répondre à des opportunités et être opportuniste juste dans le fait d'aller installer des nouvelles fonctionnalités qui amènent vraiment du service aux patients. On a des patients en oncologie qui, évidemment, viennent très, très régulièrement à l'hôpital et subissent des protocoles longs et fatigants. Et tout ce qui peut être fait pour améliorer justement la qualité de vie et également la qualité des services qui sont faits aux patients, on travaille ensemble pour atteindre cet objectif et fournir ces services-là. Ouais. Alors, on a choisi de vous présenter aujourd'hui finalement un avant-après. Il y avait le projet en 2023, il y a tel qu'il est aujourd'hui. Alors, vous avez vu, ça a beaucoup changé. En fait, quand on regarde la partie centrale, sur la partie du DPI, on est bientôt au bout du sujet. Mais en fait, on a greffé sur notre offre de service finalement un portail patient qui est basé sur les mêmes technologies. On a cette année, j'espère, le projet d'aller au bout d'un portail professionnel qui permette aux médecins et aux praticiens du territoire d'avoir des accès facilités, que ce soit au suivi de leurs patients ou pour offrir des créneaux de prise de rendez-vous plus faciles avec le centre. Mais on a aussi effet d'opportunité, beaucoup développé cette année et l'année dernière, notre entrepôt de données de santé, puisqu'on a déployé le produit UCR, HealthShare d'Intersystem qui nous permet finalement d'avoir accès instantanément aux données de notre DPI côté entrepôt de données. Donc là, ça y est, c'est déployé. On a dans notre entrepôt de données exactement les mêmes contenus que ce qu'on peut avoir dans notre DPI aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment un énorme accélérateur pour nous sur le sujet, par rapport à l'approche peut-être plus traditionnelle de dire j'ai un DPI, je fais des exports de données, je les récupère dans mon entrepôt, etc. Là, on a bénéficié finalement de la synergie des produits d'Intersystem pour avoir de l'instantanéité et finalement adresser deux besoins en parallèle dans une temporalité qui finalement nous a pas fait trop rallonger le projet de DPI, mais qui nous a permis d'avoir tout de suite un entrepôt opérationnel. C'est vrai que là, le partenariat en fait, entre Intersystems et le Centre Antoine Lacassagne prend tout son sens puisque à la fois on a le DPI, mais également la technologie avec la base de données. Et cette technologie avec la base de données nous permet d'avoir également des plateformes de coordination, des entrepôts de données de santé, de s'appuyer dessus pour faire des services de portail aux patients et aux professionnels. Tout ça sur une base qui finalement est unifiée et sur laquelle on peut s'appuyer pour construire le futur ensemble. Et alors, l'IA dans tout ça, justement, le futur et l'IA. Alors, c'est la brique qui est juste en dessous, qui n'est pas sur le schéma. Effectivement, c'est clairement l'enjeu d'après, mais ça, je crois que Hervé va en parler. Oui. Est-ce que mon micro marche? Oui, vous m'entendez? Ok. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter, alors je me lève pour vous montrer tout ça, vous présenter notre nouveau dossier patient, IntelliCare, qui intègre de l'IA. Alors pourquoi on a travaillé sur ce sujet-là et à l'intégration vraiment profonde de l'outil d'IA, c'est parce que on veut passer finalement de ce qui existait auparavant, on veut passer d'une navigation complexe avec une perte de temps, avec des DPI qui étaient essentiellement centrés sur la documentation et tous les problèmes de santé, vous le disiez, ça prend énormément de temps de rentrer des données dans un DPI et moi je préférais passer du temps avec le patient, c'est de basculer sur une autre logique qui est celle effectivement d'inverser la charge de travail grâce en particulier à un DPI de nouvelle génération dans IntelliCare qui va permettre d'utiliser une technologie intuitive et efficiente et qui va permettre d'améliorer l'expérience patient et de passer finalement pour le professionnel de santé de passer beaucoup plus de temps auprès du patient. Notre
outil IntelliCare, notre DPI IntelliCare, c'est une IA native qui est complètement développée dans le DPI. On est les seuls, a priori, à le faire actuellement, où on va pouvoir à la fois capter de la voix, de l'image, analyser cette voix, analyser cette image, faciliter la navigation dans le dossier patient informatisé, permettre une recherche efficace et rapide d'informations dans ce dossier, d'arriver à avoir des synthèses aussi pertinentes de ce dossier en fonction des prompts que je vais écrire, puis générer des notes, des documents automatiquement, et de pouvoir donc facilement structurer ces données et restructurer ces données dans le dossier, donc gagner du temps, encore une fois aussi, dans la documentation, tout ça au profit de la relation patient-médecin. Alors, je suis heureux d'être le premier à vous l'annoncer, mais en fait la nouvelle est tombée la semaine dernière et officiellement donc nous sommes le premier DPI à être marqué, à avoir un marquage CE, donc dispositif médical de classe 2A avec notre IA et à la structure d'IA directement intégrée. Pourquoi avoir fait tout ça ? Oui, merci. Pourquoi avoir fait tout ça ? Parce que on est persuadé qu'une IA native intégrée va permettre d'améliorer grandement cette relation patient-médecin. Elle va surtout permettre aussi d'avancer sur des projets avec notamment le Centre Antoine Lacassagne. Pourquoi se mettre en conformité ? Parce que c'est important d'avoir une IA, un DPI avec une IA intégrée qui est totalement conforme aux normes européennes. Et pourquoi aussi avoir fait ça ? C'est dans notre philosophie, il n'est pas question d'opposer finalement innovation et réglementation, mais de complètement intégrer cette logique-là, ce qui vous permet du coup aussi d'éviter d'avoir d'autres partenariats avec des solutions extérieures, des solutions conversationnelles, etc., qui sont à l'extérieur du DPI, alors que nous, on a la possibilité d'intégrer directement ces données. Une petite démo avec des vidéos préenregistrées pour vous montrer comment on est capable, au travers de notre DPI que vous voyez ici, avec une activité quotidienne de consultation et de bloc opératoire en jaune, comment on va pouvoir faire une synthèse efficace du dossier, enregistrer une conversation patient-médecin, alimenter de manière structurée le dossier et faire un compte-rendu de consultation. Donc là, je me connecte au dossier de la patiente, Madame Sophie Rose. J'arrive sur un écran qui me permet d'avoir une vision rapide de ce qui arrive à cette patiente. Et puis j'ai un prompt, je pourrais tout aussi bien le taper. Je suis chirurgien orthopédique, j'ai un prompt qui me permet, qui demande à mon assistant IA, que vous voyez donc le petit logo juste en haut à droite, qui va demander à mon assistant IA de faire une synthèse du dossier du patient. On va aller analyser à la fois les données structurées et non structurées, donc à la fois les données structurées qui sont déjà intégrées, mais aussi les notes cliniques et dans une version, la version prochaine, les documents Word, PDF, etc. Et vous voyez que de manière très claire, mon assistant IA va me permettre d'avoir une vision de cette synthèse du dossier, notamment pour des patients qui seraient connus depuis plusieurs années dans l'hôpital. Et puis là, par exemple, je vais lui demander aussi de me faire un résumé de ma dernière consultation avec cette patiente en orthopédie. Et vous voyez que là, j'arrive sur des choses beaucoup plus simples et qui me permettent en un seul coup d'œil, en fait, de savoir ce qui se passe pour cette patiente et de pouvoir converser avec elle. Ce que je fais ici, donc on a enregistré avec ma collègue une conversation entre patient et médecin. Je ne sais pas si vous allez. Bonjour madame, je vous en prie, installez-vous. Comment va votre genou depuis la dernière fois ? Bonjour docteur, franchement ça ne s'arrange pas, j'ai de plus en plus de mal à marcher et même la nuit ça me lance parfois. Donc ça c'est le début de la conversation, je ne sais pas si vous avez bien entendu, on montrera le son peut-être tout à l'heure. Donc je suis capable d'écouter cette conversation, ce qui a été ensuite donc dit pendant cette conversation. Je vais récupérer en fait de manière synthétique les éléments de cette conversation, toujours intégrés nativement dans mon DPI. Et puis, ici, en fait,
je vais avoir le résumé de la consultation. J'ai demandé dans mon prompt aussi de ressortir des codages SIM10. Et surtout, mon assistant IA va me permettre d'aller récupérer de manière structurée un certain nombre de données, récupérer dans une note l'ensemble de la conversation, oui, je fume 10 cigarettes par jour. Réécouter les parties de cette conversation si je ne suis pas sûr de ce qu'a récupéré l'IA. Et je vais aller restructurer comme ça les antécédents, une note clinique, des prescriptions aussi, pour l'instant de biologie, mais ça va être aussi des prescriptions de médicaments dans la prochaine version. Et puis comme cette patiente a consulté un médecin à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre, vous allez voir l'exemple du compte-rendu de consultation de ce médecin qu'elle a consulté en Angleterre. Je vais demander à mon assistant IA d'aller analyser ce document et de me faire une petite synthèse de l'anglais de ce document en anglais qui n'est pas vraiment parfait chez moi, d'extraire cette synthèse que je vais pouvoir rapatrier sous forme de notes ou de résumés cliniques directement dans mon dossier. On va le voir ici. Autre exemple, et donc je pourrais faire un compte-rendu aussi de consultation derrière. Autre exemple, la possibilité, au lieu d'enregistrer une conversation patient-médecin, d'enregistrer une note clinique et de faire des prescriptions directement depuis mon assistant IA. Donc là, même chose, j'arrive sur mon écran de synthèse, je déclenche mon assistant IA, et là, je vais enregistrer ma note clinique. J1 post-op PTG droite, patiente stable, apyrétique, tension artérielle 134/82, fréquence cardiaque 78, douleur EVA 3 au repos, 4 à la mobilisation, contrôlée, pansement sec et propre, neurovasculaire distal OK, levé OK, marche 60 mètres avec canne, appui selon douleur. Biologie OK, fer bas, imagerie OK, je poursuis le traitement en cours, je prescris un bilan biologique de contrôle, NFS, ionogramme, créatinine. Poursuite antalgie, prévention TEF, kinésithérapie, pansement selon protocole, sortie envisagée à J3. Voilà, vous avez entendu l'intégralité de ce que j'ai dicté, enfin ce qu'a dicté ma collègue. Là, même chose, je vais demander à mon assistant IA de récupérer ces informations sous forme de notes d'évolution. Vous voyez que mon prompt est beaucoup plus précis. Dans mon prompt, je dis comment structurer ma note d'évolution et ce que je viens de dicter à la suite de ma visite, par exemple. Et cette note d'évolution, je vais aller la récupérer directement dans mon dossier, dans mon DPI, sous cette forme-là. Et puis, je vais lui demander de me proposer des actions, comme dans la conversation patient-médecin. Là aussi, je peux aller alimenter la note. Et surtout, il a récupéré les prescriptions de biologie que je viens de dicter et vous voyez qu'ici, je arrive sur mon écran de prescription et je peux directement prescrire la biologie. Encore une fois, je pourrais le faire pour les prescriptions de médicaments, de soins dans la version prochaine. Et là, j'ai demandé un autre exemple aussi. Je suis DIM Team. Je vais pouvoir aller récupérer un certain nombre de codages. Et là aussi, on va pouvoir alimenter sous forme de questionnaire directement les codages SIM10, CCAM, les rhumes, etc. Dernier exemple, on n'oublie pas, on n'a pas beaucoup parlé de médecins, on n'oublie pas ce qui peut être utile pour les infirmières en matière d'IA. Donc là, je suis infirmière en orthopédie. J'arrive sur le dossier de la patiente, j'active mon assistant IA et j'ai un prompt qui me permet d'activer la transmission infirmière. Donc je vais pouvoir, avec mon prompt, et là aussi sous un format particulier, avoir une vision claire de ce que je veux transmettre au changement d'équipe entre les différents professionnels de santé, entre les infirmières directement. Vous voyez qu'il y a une structuration particulière. Vous allez pouvoir demander au prompt, en fonction de votre établissement, la manière dont vous souhaitez structurer en fait ces différents éléments. Et là encore une fois, je l'incorpore dans ma note IDE directement dans le dossier.
Dernier élément, j'ai pris une photo de la cicatrice opératoire. Ici, on va voir l'exemple, donc au niveau de l'intervention du genou. Ici, je vais pouvoir demander à mon IA d'analyser cette image et de faire une interprétation sommaire en fait de cette image que je vais pouvoir là aussi évidemment modifier, mais aussi récupérer directement dans le dossier. Voilà, bon, vous avez probablement du mal à voir ce qui est précisé, mais effectivement, vous avez cette capacité, il y a cette capacité avec notre assistant IA de pouvoir récupérer ces informations. Dans les évolutions à court terme, on va avoir l'introduction d'IA, des agents IA, où on va améliorer du coup les performances du chat, et on va pouvoir, avec ces agents virtuels, par exemple, paramétrer ou programmer et planifier des rendez-vous, obtenir beaucoup plus de flexibilité dans nos solutions. La possibilité d'enregistrer directement des conversations ou des notes cliniques ou autres depuis directement le PC. La possibilité aussi de convertir des entrées non structurées, donc tous les documents que vous avez vus, par exemple le document du médecin anglais, de pouvoir le restructurer et récupérer des données structurées dans le dossier, mais ça peut être aussi sous forme de questionnaires, d'alimentation de questionnaires, etc., de scores et autres. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est l'analyse multipatient. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est l'interrogation de l'assistant IA uniquement pour un patient. Mais on va le faire dans les prochaines versions sur l'ensemble des patients que vous avez dans votre service. Dernier élément, on vous donne rendez-vous aussi sur notre stand 46 à 17h où notre directeur général, Nicolas Efferman, fera une communication officielle de cette certification dont on est extrêmement fiers, certification donc classe 2A de dispositif médical donc au niveau européen. On vous remercie tous de votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions. Ouais. Merci. On parle beaucoup d'hallucination avec toute l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que l'hallucination ici, elle peut avoir des conséquences assez critiques. Néanmoins, vous avez eu la certification, donc j'imagine que vous avez dû répondre à ça. Qu'est-ce qui vous permet de garantir la non-hallucination de l'agent virtuel ? Bonjour. Alors, ça reste une IA générative, évidemment, donc ça peut toujours donner lieu à des hallucinations. Cela dit, évidemment qu'on met en place un ensemble de processus qui permettent de limiter au maximum. Donc déjà, au niveau du paramétrage du système en lui-même, on va limiter la possibilité pour l'IA générative de répondre à des questions qui seraient trop orientées sur du support décisionnel. D'accord ? Typiquement ici, si vous demandez qu'est-ce que je dois prescrire dans le cadre de cette pathologie, l'IA va vous répondre je ne sais pas répondre à ça. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on a, comme dans tout système où on va aller développer, on a ce qu'on appelle du quality development, c'est-à-dire qu'on va aller gérer la qualité en amont des différentes versions. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que on teste en fait la répétition de prompts pour essayer de faire en sorte de limiter au maximum, donc de manière industrialisée, on répète au maximum et on compare les réponses à ces questions-là. Après, il n'y a pas de garantie, une fois de plus, tous ceux qui ont utilisé une IA générative dans les dernières semaines, et je ne parle pas d'il y a 1 an et demi où il y avait encore beaucoup plus savent qu'il faut en effet vérifier ce qui a été généré par l'IA. Ça vous... Et puis, pour compléter, juste, effectivement, on se rend compte que plus vos prompts sont précis aussi, plus on a une demande précise, et plus on a forcément une réponse précise qui réduit ces hallucinations. Non content d'avoir cette démarche qualité, évidemment, qui est nécessaire. Non content d'avoir la conformité pour ça, il faut aussi travailler sur la manière dont on utilise l'IA pour en tirer les meilleures performances.
Et par ailleurs, évidemment, on a une traçabilité complète qui est déjà présente dans le DPI et qui est présente également dans l'utilisation de l'IA. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir et revoir ce qui a été fait, y compris les résultats de l'IA et les actions de documentation qui ont été faites à la suite de ça. Moi, j'ai une question pour monsieur. Tout d'abord, vous avez de la chance d'avoir à co-créer avec Intersystem, parce que je pense que c'est important, surtout dans l'IA. Et 38 ans, c'est beaucoup. Comment vous avez géré en interne l'intégration de la solution avec les équipes, les workflows, le process de travail? J'imagine que ça change comment vous travaillez pour tirer profit des fonctionnalités. Et dans le mode agile, ça veut dire que c'est en continu. J'aimerais bien savoir quelle est votre expérience là-dessus pour mettre en place. Merci. Alors, pour être clair, sur l'IA, on n'a pas démarré. Alors, voilà. on compte bien démarrer le plus vite possible, mais ce qui marche assez bien quand même, c'est des ateliers assez ciblés par métier sur des thèmes spécifiques. Dans les premiers sujets qu'on imagine sur ces points-là, c'est les consultations externes, c'est peut-être de l'aide au codage, des choses comme ça où on va pouvoir un peu encadrer ce qu'on va faire, histoire de le maîtriser. Enfin, il ne s'agit pas d'ouvrir du jour au lendemain tous les usages dans tous les services. De toute façon, on ne pourra pas. Donc là, on revient dans une méthode plus classique de projet où il faudra qu'on fasse phase par phase et étape par étape. Avec Intersystem. Oui, donc pour aussi rajouter, on attendait aussi cette certification pour pouvoir commercialiser Intellicare en France et en Europe. Et donc à la suite de ça, on va lancer donc avec certains de nos clients actuels une phase qui ne sera pas une phase d'expérimentation, qui est une phase de déploiement de notre outil qui a déjà été déployé en mode IA, donc Intellicare, en dehors de l'Union européenne, là où les réglementations sont un peu plus permissives, on va dire. Évidemment que oui, on commencera à travailler avec un déploiement progressif, à la fois en termes de périmètre et de nombre d'utilisateurs, et une généralisation ensuite progressive, en fonction aussi, comme l'a dit Hervé, de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, où là on est focalisé sur le patient pour l'instant, mais évidemment qu'on va avoir des fonctionnalités qui vont regarder l'ensemble des patients, ou des groupes de patients, ou tous les patients d'un service, et qui permettront alors là de rentrer plus sur des cas d'usage plutôt pour les infirmières notamment, ou pour la prise de rendez-vous, pour de la statistique, ou pour d'autres cas d'usage que ceux qu'on vous a montrés aujourd'hui. Oui, bonjour. Laure Bourgois, ingénieure spécialisée en IA de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences du numérique. Et donc, je suis arrivée un peu en retard, donc j'ai peut-être loupé des choses. La première question, c'était concernant la souveraineté des données. Donc peut-être vous l'avez mentionné, et peut-être c'est compris dans la certification. Et aussi par rapport auquel supercalculateur, est-ce que vous avez utilisé un supercalculateur ou pas? Et quelle est la souveraineté des données sur quel data center, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Donc, c'est non seulement le moteur d'IA, mais également l'ensemble de l'infrastructure, donc qui va depuis le stockage des données, le moteur d'IA, jusqu'au DPI, qui sont certifiés donc, dans cette certification 2A. D'accord ? Ce qui veut dire que c'est sur de l'HDS, dans du cloud souverain en Europe, donc européen, pas forcément français. Et sur des instances qui sont évidemment isolées et dédiées à un client donné et qui sont en mode freeze, c'est-à-dire qu'elles n'évoluent plus. On prend une image de l'instance à un moment donné et on la met à disposition de l'outil, mais elle n'évolue plus et les données évidemment sont cryptées, anonymisées. Voilà. Donc tout ça fait partie de la certification. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. Bravo Hervé. Est-ce qu'en termes de stratégie, compte tenu de cette expérience qui est plutôt à venir, si je comprends bien, est-ce que la bonne entrée, c'est finalement l'entrée par le DPI ou pas? Ouais, question difficile, en tout cas, pour répondre quelque part un peu aussi à la question de monsieur et faire le lien. On a quand même tendance dans nos établissements globalement au moment où on est sur un déploiement de DPI et au moment où on doit accompagner le changement, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on essuie des plâtres souvent et on va avoir des équipes qui
vont parfois subir. Là, il y a un côté enthousiasmant avec les risques que ça comporte qui étaient évoqués. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'on voit toutes les plus-values que ça va offrir. On a donc des acteurs qui sont plutôt en attente, plutôt que de subir quelque part le changement. Et moi, je pense qu'effectivement, aller quand même sur, au travers du DPI, le soin, donc aller sur des usages qui vont être des usages métiers médecins, métiers infirmiers quand ça sera du multi-usage, c'est quand même aller au cœur du réacteur, aller toucher la population majoritaire dans un établissement. Donc, à un moment donné, je pense aller sur quelque chose qui sera, en tout cas ce qu'on espère, d'autant plus impactant, qui nous amènera à devoir former, mais former aussi au bon usage, former au respect de la réglementation, la population majoritaire du centre. Donc, à un moment donné, avoir un effet tache d'huile qui sera, à mon avis, positif. Donc j'aurais envie de dire que rentrer par ce biais-là est à mon avis un bon moyen une bonne entrée. Ouais. Avec une confiance a priori dans le DPI qui est déjà acquise. Qui est déjà acquise, exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, très juste. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur le projet élargi que vous avez présenté. Il y a la petite mention DMP MES et donc vous utilisez toutes les données du DPI, normal. Et est-ce que vous avez pour ambition d'importer également et d'utiliser et d'entraîner vos modèles sur des données extérieures, comme celles du DMP et autres ? Alors, c'est peut-être l'opportunité aussi de continuer à répondre à votre question. C'est-à-dire que l'IA au Centre Antoine de la Cassagne, ça fait déjà longtemps qu'elle y est, évidemment, comme dans tous les autres CLCC et dans tous les autres hôpitaux. Là, on parle d'IA générative au niveau du DPI. Donc l'IA, ce moteur-là, va tourner sur les données qui sont stockées dans la base de données du DPI. D'accord ? Donc, dans le cadre du Ségur, on peut rapatrier sur la base du consentement du patient un certain nombre de documents dans la base de données du DPI, et donc l'IA tournera sur ces documents-là, mais elle n'ira pas tourner sur des données externes. D'accord ? Donc ce sont uniquement les données de la base sur laquelle repose le DPI. Ça répond à votre question ? Oui. Après, si vous avez d'autres questions, on vous invite à venir les poser à 17h. On est très heureux de partager avec vous le lancement de notre produit IntelliCare. Donc, grâce à cette certification, on peut le faire sur Santexpo. Donc, profitez-en, venez nous voir et on répondra à toutes vos questions ce soir à 17h. Merci. Merci. Merci.